les syndicats de fonctionnaires demandent au NPD de retirer leur appui au gouvernement pour vous forcer à revenir sur le 3 jours par semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Premièrement, je voudrais dire que nous avons le meilleur service public dans le monde et nous continuons de livrer les services pour les Canadiens et protéger l'argent du contribuable. Ça, c'est mon objectif. Et c'est pas le cas mais, en ce moment? L'enjeu de hybride dans le gouvernement et dans notre service public, ce n'est pas une matière de négociation avec les syndicats, ce n'est pas dans les ententes avec le syndicat. Ça, c'est une décision avec le service public, les départements et le greffier. Et aussi, c'est un changement de bouger de 3 jours par semaine à 3 jours par semaine. Donc, on peut continuer de travailler avec un environnement hybride et aussi, c'est un changement avec une transition, une période de transition et aussi, les gestionnaires vont travailler 4 jours par semaine. Vous dites que ça relève du droit de gestion, c'est ce que vous dites. Vous dites que c'est non négociable. J'ai dit que ça, ce n'est pas un enjeu dans les ententes avec les syndicats. C'est une décision, la situation hybride, c'est un enjeu qui reste avec le gouvernement du Canada. L'entente dont je parlais, c'était l'entente avec le NPD, de Supply and Confidence. Oh non, je parle pas les syndicats disent au NPD, retirez votre appui au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien sûr, ils veulent parler avec le NPD et ça, c'est leur droit de faire ça, bien sûr. Mais nous continuons de travailler avec les syndicats, avec tout le monde, toutes les parties prenantes, pour les Canadiens et Canadiennes. Notre but et mon objectif comme présidente du Conseil du Trésor est de continuer de livrer les services pour les Canadiens et Canadiennes. Et nous avons le meilleur service public dans le monde. C'est un changement comme j'ai dit, de 2 jours par semaine à 3 jours par semaine. Donc, ça, c'est une situation où nous continuons d'avoir un environnement hybride dans notre gouvernement, dans notre service public. Quels sont les... avez-vous des données ou des estimations en termes d'efficacité que ce changement de politique va apporter, ou si ce qui a incité la prise de décision, c'est plutôt ce qui se passe dans le secteur privé, Comme j'ai dit, ça c'est une décision qui reste avec le service public, les départements. Il y avait une lettre que le sous-ministre a écrite et moi, je dois avoir le focus sur notre service pour les Canadiens, Canadiennes, de nous assurer qu'ils peuvent continuer de livrer les services et protéger l'argent de contribuables dans notre économie, notre pays. Is there any studies about... In English, please, on PSAC's grievance about going back to work in the office 3 days a week. They want it to go back to 2 days a week, to be physically in the office. Thank you for the question. The most important thing is to continue to deliver services for Canadians and to protect taxpayer dollars, and at the same time to recognize that we do have the best public service in the world. The change that is contemplated by the department who executed this change with the clerk of the Privy Council is to move from 2 to 3 days per week to 3 days per week. So the hybrid model continues to exist. A hybrid working environment continues to exist. There is, for many people, a 4-month transition period, and managers are going to be
required to be in the office 4 days per week. And so all of that is within the jurisdiction of the Government of Canada, and it's executed by the departments. And I will say that a hybrid work environment is not within the collective agreements. It is something that at the time of negotiations, the Government of Canada retained prerogative over to determine the scope of the hybrid environment. Thank you. What about the concerns about the building space? Co-ops say they need more support. What else are you going to do to help bring down the grocery prices and provide them some sort of support? The grocery code of conduct, that's the number one priority. I spoke again to the leadership of Loblaws and told them in no uncertain terms that's what Canadians expect. So all the pressure now is on the grocery code of conduct. That's the best way to really have more balance and fairness. When you talk to the independent grocer in the country, they say, today, the way the market is structured with three companies, which basically control 50% of the market, their voice is not heard. So we need to have a rebalance, and I've been very clear to them. There will be a code of conduct one way or the other. So we let the industry process go, but like I said, we need to have something. Otherwise, we would be having to look at legislation to make sure that we achieve what consumers and Canadians expect. So, political party fundraisers. Do you think that they are transparent enough? Could the government go forward? Well, I'm not sure how they could be more transparent. I mean, everything I do, there's cameras and there's journalists and there's people. So it is public. Everything that I do is public. Everywhere I go, there's journalists or there's people and there's videos and there's pictures. So. The Ethics Commissioner says that the government could, if they wanted, go further, and in the best practices around lobbying and those fundraisers, they could extend, make it the law, and apply to opposition leaders and opposition well, I think if the opposition wants to follow our leadership, that would be welcome. I think Canada is one of the most transparent laws that I know of, at least when it comes to fundraising. I do know that as the Liberal Party, we have some of the most transparent rules, and yes, it'd be a good thing if the others want to follow suit in what we're doing here in the country. Monsieur Champagne, les fonctionnaires, pourquoi c'est important qu'ils soient au travail au moins 3 jours semaine? Pourquoi le gouvernement demande ça? Bien, je pense que si vous regardez la tendance, si vous regardez dans les compagnies d'assurance au niveau aussi des grandes banques, de plusieurs industries, je pense qu'il y a un mouvement vers le retour au travail. Il faut que ça se fasse de la bonne façon, évidemment, prendre en compte les cas individuels. Moi, je sais qu'en région, par exemple, il y a des gens qui sont venus s'installer. Il faut avoir de la flexibilité, mais le mouvement d'avoir un retour au travail, d'avoir un équilibre entre le travail qu'on fait à la maison, le travail qu'on fait au bureau, je pense qu'il y a une tendance vers ça. C'est vrai chez nous, c'est vrai, je pense, dans la plupart des pays à travers le monde. Est-ce que c'est parce que le télétravail pose des désavantages, des services? Non, moi, je dirais au contraire, ça a amené beaucoup de bien, je pense, le télétravail. On l'a vu durant la pandémie. Mais si vous me demandez, je pense qu'il y a une tendance maintenant. Si je regarde dans les entreprises, les PME, les compagnies d'assurance, les grandes banques, je pense qu'on s'en va vers cet équilibre-là. Je pense que c'est un enjeu d'équilibre pour être sûr qu'on puisse continuer d'accommoder les gens quand ils en ont besoin, puis aussi de maintenir une certaine culture. Beaucoup de vous diront que si on veut maintenir une culture d'entreprise, bien, il faut que les gens puissent se rencontrer aussi. Puis je pense qu'on le comprend tous et toutes, tout en étant conscient qu'on doit accommoder. Moi, je le vois en région, il y a des gens qui sont venus s'établir chez nous, qui travaillent de la maison, par exemple ceux qui sont dans des centres d'appel ou qui ont d'autres formes de travail, tant mieux, mais je pense que d'avoir un nombre de jours au bureau, c'est ce qu'on voit que c'est la tendance, du moins, dans les entreprises à travers le monde. Le gouvernement a-t-il des études pour démontrer que cette augmentation du nombre de jours de télétravail est positive, est un vrai gain d'efficacité, plutôt que juste une impression puis suivre tout le monde? Bien, suivre tout le monde. Si vous regardez l'ensemble des compagnies, des grandes compagnies, c'est plus qu'anecdotique, je pense. Là. Si vous regardez les grandes banques, les compagnies d'assurance, les différentes industries que je connais dans différents secteurs de l'économie. Mais ça, je suis sûr que la ministre responsable pourrait vous en dire plus. Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas des entrevues? Écoutez, on est toujours ici. Là. Moi, je passe ici devant vous chaque matin. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie et l'attitude des syndicats qui veulent que le gouvernement recule sur la politique des 3 jours, puis va même jusqu'à demander au NPD de retirer son appui sur ce... Je vous dirais, on finit toujours des négociations entre la partie patronale et syndicale. Vous savez, c'est normal. Ça fait partie de ce dialogue-là qu'on a toujours. Moi, je pense que quand c'est fait
dans le respect, dans les accommodements qu'on aura besoin. Moi, je les vois dans différents secteurs. Il y a toujours cette discussion-là qui nous amène vers l'objectif commun qu'on va avoir. Est-ce que leur demande est Écoutez, j'ai pas eu la chance de voir tout ça en détail, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer de travailler avec eux comme on veut toujours Sur la le faire. défense de la langue française, M. Champagne, est-ce que vous croyez que lorsque quelqu'un décide d'étudier en anglais au niveau du cégep, nécessairement, ben, ça vient altérer la capacité que cette personne-là a à travailler et vivre en français? Est-ce que c'est un recul, croyez-vous? Bon, écoutez, moi, j'ai une de mes filles qui étudiait en anglais, puis je pense pas qu'elle est moins francophone pour le cas. Moi, je vous parle d'expérience personnelle. Chez nous, on parle français à la maison, on a toujours parlé à la français à la maison. Je pense pas que le fait d'étudier nécessairement dans un cégep une partie de ses études dans une autre langue, ça empêche ça. Vous savez, moi, j'ai fait mes études au Québec, j'en ai fait aux États-Unis. Je ne peux pas être plus francophone que ça maintenant, mais je parle aussi l'anglais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de moyens qu'on doit... On doit toujours être là pour défendre le fait français. C'est sûr qu'on est peut-être 8 millions dans un contexte de 350 000 personnes. Donc, tous les efforts qu'on doit mettre, défendre la langue, promouvoir le français. Moi, je le fais en sciences, en recherche. On a beaucoup à faire. Mais de dire qu'une personne, par le fait qu'on s'en va, par exemple, de passer une période de nos études, je parle 1 an ou 2, peut-être même à l'université 3 ans, ça ne fait pas ça de nous moins francophones. Moi, j'ai fait une partie de mes études en anglais, puis je pense que venant de Shawinigan, on ne peut pas être plus francophone que ça. Why is it important for public sector workers? Madame Fortier, Back to work. Get you in English to talk about why it's important for public sector workers to be in 3 days a week. Do you want me to look at Yeah, that? if you please. Sorry. No, that's okay. Ah, ben, vous êtes... non, mais je prenais votre temps, moi non plus. Moi, il est juste 9h50. No, sorry, you were asking me, well, why don't Can you you... please say why public sector workers need to be in the office for 3 days? Well, I think what I was saying is that if you look at the number of companies in the country, whether it's banks, whether it's insurance companies, or more and large, a number of companies in the country, I think people have brought back their employees for a couple of days in the office. I think it's important also for the culture that you're trying to develop, but that needs to be done within the context of accommodating those. There will always be special cases. We brought a lot of people in different regions of the country, so making sure that we can be accommodating those who need to be accommodated, making sure that we bring people for a number of days, and at the same time, doing that, we're going to work with the unions as we always do to make sure. But I think if you want to build a culture, you need to bring people together from time to time. Merci. Pour ce qui est des fonctionnaires en ministère, qu'est-ce que ça peut changer d'avoir l'obligation de 3 jours, de se présenter en personne 3 jours par semaine, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent du ministère dont vous êtes responsable? Bien, mon ministère est un grand ministère avec des milliers, je pense pas loin de 20 000 fonctionnaires qui travaillent dans des villes et des endroits différents, dans des conditions de travail très variables. Et par conséquent, on va continuer à s'attendre à ce que mes gestionnaires adaptent et adoptent cette nouvelle règle de manière appropriée en fonction des conditions de tous. Mais il y a une crainte justement d'un manque de flexibilité avec la nouvelle ligne directrice. Et là, vous dites, ben, on s'attend à une flexibilité quand même des gestionnaires parce qu'il y a des réalités différentes d'un endroit à l'autre. Donc, est-ce qu'ils ont raison d'avoir des inquiétudes ou des craintes? Il y a toujours eu de la souplesse dans l'application de ces règles. C'est comme ça depuis que la Confédération existe et ça va continuer d'être le cas. Ceci étant dit, on s'attend à ce qu'en moyenne, il y ait une présence au bureau plus importante que celle qu'on a présentement pour toutes sortes d'effets, y compris des effets d'équipe, de construction d'esprit d'équipe, mais aussi des effets du fait que les nouveaux employés en particulier ont parfois besoin d'être plus accompagnés lorsqu'ils entrent dans un nouveau milieu de travail. Surtout les plus jeunes travailleurs ont besoin d'être accompagnés physiquement par les well, look, one thing I think it's important we don't describe as back to work. These people have to work back to the office. Look, this is a decision that's being taken by the civil service to best serve the operational needs of departments and serve Canadians. If the Privy Council office and the public service is determining that this is required in order to
maximize the performance that the government needs to deliver to Canadians, then I think it makes sense. But this is an operational decision, not a political one, and I think it's important that we listen to the advice of those who are running the system. Party fundraisers, do you think that there's more the government can do or should do when it comes to transparency around them, especially since we know lobbyists to attend them too? Yes, sorry, like generally speaking, I think transparency in all things is a good thing unless there's some national imperative around security, commercial propriety, or other factors. When it comes to our politics and where people raise money, I think transparency is generally a good thing. I think Canadians deserve to know, A, that they can participate in the democratic process within the rules that are set, but B, that Canadians will understand where political parties are raising their money, what interests may be informing positions the parties take. In a democracy, it doesn't work without transparency, and Canadians deserve to know who's funding the campaigns of all parties. Excellent, thank you. Donc, nous, notre rôle, c'est de la respecter. Vous savez, le PD peut prendre n'importe quelle position. Pour moi, là, c'est clair. On a passé de 2 à 3 jours. À 3 jours. Moi, je trouve la décision raisonnable. Mais est-ce que les syndicats vont trop loin? Est-ce que c'est raisonnable, leur demande? Ben, si on se souvient, avant la pandémie, qu'on était à 5 jours. Et la pandémie a créé ça. Donc, est-ce que ça a créé automatiquement un précédent? Moi, je crois pas. Moi, je crois que la décision a été prise, tant qu'à moi, par des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des hauts dirigeants, qui, pour le bien de leur département, qu'on ait les gestionnaires de retour à 4 jours par semaine, c'est pour donner une meilleure gestion, en fait. Est-ce qu'il y a un argument pour vous qui pourrait faire reculer le gouvernement, votre gouvernement, sur ça, ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On ne se positionnera pas, là. On se positionnera pas. La décision a été prise. Moi, je l'accepte. Et puis, je vais aller d'avant avec la décision qui a été prise. Merci. Monsieur Bouin, Québec demande que vous vous excusez pour vos propos tenus en comité. Est-ce que vous vous excusez? Pour qui Jean-François Roberge à Québec dit que ça n'a pas d'allure les propos que vous avez tenus. Il demande de vous excuser. Oui, il y a 2 choses. Le Journal de Montréal a rapporté que j'ai insulté les gens qui défendent le fait français. C'est faux. J'ai jamais dit ça. Je suis en désaccord avec les propos qui ont été dits par les 2 témoins. Si les 2 témoins se sentent vexés, bien sûr, je m'excuse. C'est pas mon style normalement de me laisser emporter, mais de fois de temps en temps, je me laisse emporter. Troisièmement, je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été dits par les témoins. Ça ne fait pas l'unanimité dans les conclusions de la recherche, puis ça, faut pas poser cette question-là à moi. Il faut poser la question à ceux et celles qui ont comparu devant le comité avant les 2 témoins. Donc, vous refusez de vous excuser ou vous, selon vous, je vais te dire, si les 2 personnes se sentent vexées, on parle de 2 personnes. Si les 2 personnes se sentent vexées, bien sûr, je m'excuse. Puis l'Assemblée nationale ou les élus à Québec, eux ont été vexés de vous entendre dire ces propos-là. Je ne commente pas sur des choses qui se passent à l'ANQ. Mais vous dites, vous vous excusez de vous être emporté, c'est ça? Non, si les 2 personnes, bien sûr, ça prend on se laisse emporter en chambre. Des fois, il y a des commentaires qui blessent d'autres gens. Si les 2 témoins, bien sûr, sont blessés, je m'excuse. C'est certain, je veux pas qu'ils se sentent blessés là-dedans. Mais le fait, là, si on dit, on extrapole ça en disant que j'insulte les gens qui défendent la langue française. Mais écoutez, j'ai fait ça toute ma vie. OK, mais vous n'avez pas eu à vos oreilles, il n'y a rien qui mais les 2 personnes, les 2 personnes qui vous ont donné. Non, exactement. J'ai pas eu de communication officielle des 2 personnes. Fait que c'est ça le problème. Fait que tout le monde parle au nom de ces 2 personnes-là, mais les 2 personnes ne sont pas venues directement à voir. Puis c'est sûr, s'ils sentent vexés par ce que j'ai dit, mais c'est sûr, je m'excuse. Mais en général, est-ce que tous ceux qui prétendent que l'enseignement en anglais au Québec crée l'anglicisation, est-ce que c'est tous c'est beaucoup plus proche? Est-ce que c'est non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai tout simplement dit que les conclusions que les chercheurs ont présentées devant le comité permanent des langues officielles ne font pas unanimité au sein de la communauté de chercheurs qui, eux aussi, font des études. Mais ça... Mais ils ont une mauvaise honnêteté intellectuelle, selon vous? Ils ont, Ben écoute, la science, il y a des pairs qui doivent répondre à ça. Donc, je vous invite à regarder la liste des témoins qui ont comparu devant le comité permanent, à aller poser la question aux autres chercheurs. Ça, c'est pas à moi à répondre à ça. Mais vous les accusez de partialité. Je veux juste comprendre, c'est quoi votre message? Vous pensez qu'ils sont politiquement motivés?
Non, je pense que c'est un message simpliste. De là à dire, je comprends, bien sûr, s'il y a des anglophones qui ont le continuum de la petite enfance, vont à l'école en anglais, vont à l'école primaire en anglais, vont à l'école secondaire en anglais, font leurs études de postsecondaire en anglais, c'est sûr qu'ils vont vivre leur vie en anglais. Ça, il n'y a pas d'études qui dévoient ça. Mais le fait que des francophones, parfois, comme moi, moi, je suis allé à l'école en anglais. Est-ce que je suis un anglophone? Est-ce que je suis moins francophone qu'un autre anglophone? Non. C'est un peu le problème. Puis sur la qualité des données puis des conclusions qui ont été déterminées par ces deux chercheurs-là, je vous invite à communiquer avec d'autres témoins qui ont été devant notre comité. Est-ce que vos propos passeraient à la Chambre des communes? T'sais, on a entendu Waco, vous savez que le chef de l'opposition a été dehors à cause de ça? J'ai pas eu besoin du président qui me répète 1, 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois ces propos-là. Je les ai retirés par moi-même immédiatement. Je me suis laissé emporter, ça je le reconnais. C'est bien, merci. C'est pas tellement juger, mais c'est pas tu te fais prendre de l'émotion, hein? C'est pas vraiment différent. Moi, je pourrais te dire par accident, et s'il l'a dit par accident, j'ai compris qu'il s'est excusé, mais écoute, je suis confiant que... Vous comprenez ça, que ça suscite des émotions, le fait de parler de l'éducation en anglais au Québec, et qu'il est tellement opposé au fait qu'on dise que ça crée de l'anglicisation? Ah, écoute, j'étais pas à la réunion même, j'ai pas vraiment le contexte de la discussion. Est-ce que M. Drouin devrait s'excuser? Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous avez reçu hier une lettre de M. Villemur du Bloc demandant la démission de M. Drouin de ce poste-là. Croyez-vous qu'il devrait démissionner de son poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Je viens juste de lire la lettre, là. Comme j'ai dit, mais j'ai compris qu'il s'est excusé, mais on verra demain. Vous n'êtes pas sûr s'il devrait démissionner? Ben écoute, moi j'ai juste lu la lettre, on va voir pour l'annuler, mais ma compréhension est qu'il ne devrait pas démissionner, s'il s'est excusé. Moi, on dit toutes des choses, on se fait prendre de l'émotion de temps en temps, c'est pas facile. Hein? Et puis c'est ça qui s'est passé, j'ai compris. Mais j'étais pas là à la réunion non plus, donc je ne veux pas trop commenter, merci. Moi, je suis là pour faire certain qu'on pérenise le français à travers le pays, incluant le Québec. On est le premier gouvernement à insister que le français est en déclin quand on regarde les données. Et pour moi, c'est un travail qu'on va continuer à faire. Nous avons une loi modernisée qui est très importante. Moi, je serai au comité de langue officielle demain pour participer dans l'étude, parce que pour moi, comme un ancien président de l'Union étudiante, c'est très important qu'on ait un système postsecondaire robuste en français à travers le pays et en anglais au Québec. L'étudiant en anglais au Québec, est-ce que ça encourage l'anglicisation? C'est ça le fond, finalement? Non, regarde, je pense pas, parce que, regarde, quand on a des francophones qui étudient en Alberta, comme moi j'ai fait au campus Saint-Jean, ça n'a pas francisé la province de l'Alberta. Et si on regarde le nombre d'étudiants qu'on a au Québec, ça anglicise pas la province non plus. C'est un équilibre, ce qui est très important. Et ça, c'est pourquoi l'étude, je trouve, l'étude est très importante. Party fundraisers, you've headlined some of them. Do you think there's enough for all parties in terms of being done in terms of transparency? We know that lobbyists attend them. I know that there's a best practices in terms of making sure there's no sort of perceived look that lobbyists are getting sort of any sort of preferential access. Is there more that needs to be done when it comes to transparency? Look, it's important for people to follow the rules and for lobbyists to follow the lobbyist registry. I think it's all the way back when Minister Gould was Minister of Democratic Institutions that we changed the rules related to fundraising. Media is invited. I haven't seen many media at the fundraisers that I've hosted, so you're welcome to come and join us and see what happens at these fundraisers. It's like a rousing speech, some food, and then people go home. So I haven't looked at those rules. I follow those rules, and they're working from my perspective. Monsieur Boissonneau, est-ce que vous n'avez pas deux mesures? La semaine dernière, le Parti libéral, vous avez condamné le langage de M. Poilievre, puis là, vous défendez M. Drouin. Je dis que M. Drouin va venir répondre à vos propres propos. Et moi, je dis que si le président de la Chambre indique qu'un terme de leader, de chef de l'opposition n'est pas parlementaire, ça, c'est un propos que je vais prendre très au sérieux. Et je pense que ce qui se passe au comité, on sait tous que les comités peuvent se chauffer parfois. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait une bonne étude de cette étude pour le système postsecondaire robuste en français au pays. Waco, puis plein de monde. There was a writer that was escorted after. I wasn't there. What do you think of a writer being escorted after? I wasn't there. I wasn't there. I can't comment. I wasn't there. Monsieur Sauveur, qu'est-ce que vous pensez de M. Ford qui voudrait appeler, qui voudrait que la police démantèle certains campements
Mais je crois qu'à la fin du jour, les encampements, s'ils sont contre les règles de l'université, ne devraient pas être là. C'est aux universités de parler avec la police locale, de déterminer quoi faire. Mais à la fin du jour, ces encampements sont là en violation des règles de l'université. Et en fait, ils ont un sens, ils donnent aux autres étudiants un sens de mauvaise sécurité à l'école. Et aujourd'hui, on va faire une conférence de presse à midi. Vous allez entendre des étudiants juifs de partout au Canada comment ils sont sur leur campus. Et l'antisémitisme sur les campus aujourd'hui est un grand jeu au Canada. Quand il y a eu la contre-manifestation israélienne juive, c'est quand même avec des écrans géants, des documentaires. Qui a payé pour ça? J'ai aucune idée qui a payé pour ça. Donc, vous ne savez pas qui était derrière ça? Pourquoi est-ce que moi je connaîtrais qui? Je ne sais pas, vous avez été proche quand même des gens. Je ne connais pas. Juste pour revenir sur le démantèlement de certains campements, est-ce que vous ne craignez pas que si la police intervient, ça risque en fait d'envenimer les choses, de jeter de l'huile sur le feu et créer encore davantage d'insécurité pour les étudiants? Je crois qu'il y a des lois au Canada. Les lois devraient être respectées et c'est le même sur les campus. Il y a des règles. Les règles doivent être respectées. Qu'est-ce que vous allez dire si vous ne respectez pas des règles? Tous les Canadiens ont le droit de vivre dans la paix et la sécurité, et c'est-à-dire que les lois doivent être suivies. Juste précision, le point de presse des étudiants dont vous parlez tout à l'heure, est-ce que vous voulez être présent? Ou Mais je serai présent. Vous serez présent à leur côté, c'est ça? C'était midi à Wellington. Sorry. Do you want me to go back to English now? Okay. Thanks, everyone. Independent grocery Quick question. Are you concerned the lawyer tried to get the McGill encampment dismantled is one of the witnesses at the Justice Committee hearing on anti-Semitism tomorrow? See, as I have said in my statement about that peaceful protests are really very important, and these students are really concerned about what's happening in Gaza. Now we are seeing that people like Rafah is not even a safe place. Like people were told to leave north to center, to Khan Yunis, and now in Rafah. So there is no safe place in Gaza. So they have moved 3 times already. What do you think that where will they move? There are 600,000 kids in Rafah. People are moving, like about 100,000 people have got evacuation orders, but there is no place for them to go. They are putting up tents by the shores. And so, I understand you're concerned about yes. the situation. So it's a very that is what is like. Should this person be testifying before a parliamentary committee if he's involved in this encampment, which is facing allegations about anti-Semitism? Should he be testifying about anti-Semitism when there are concerns about some of the rhetoric that has been said and has been going on at that camp? See, the thing is that like everyone has a right to protest in a peaceful manner, and based like who comes out as a witness, I think like that the the committee, like the members of that, I leave it up to them to see who will be the witnesses. But I think it's important that peaceful protests should be allowed, and it should be. It is against the Charter of Rights and Freedom, and at the same time, everyone should feel safe on the campuses. As a mother, my son has studied at McMaster, so it is really very important that we make sure that people have a right to peaceful protests. Like, see, the thing is that like there needs to be a dialogue between what the students are asking and the universities. So the people need to sit down and have a dialogue. We can resolve many things on the table. The city of Ottawa has cancelled a ceremony that they've had for many years to mark Israeli Independence Day because of security concerns. Do you think that they should have done that? What message do you think that sends? See, we have seen rise in anti-Semitism. We have seen rise on Islamophobia. So this is not what Canadians are known for. But should we be cancelling ceremonies because of security threats rather than finding a way to make sure they can still happen? I think it's really very important that everyone's rights are protected, and at the same time we need to make sure that like we have to keep a balance, like everyone is safe. And victimize. Yes. You're seeing what's happening at McGill University. One of the lawyers who was involved in trying to get the McGill encampments dismantled is one of the witnesses at the Justice Committee hearing on anti-Semitism. Are you concerned about that? I think it's protest is
I think it's a student, this is a part of our democracy, a freedom of expression and freedom of speech. I think it's a fundamental right of an individual in our democracy, but it has to be within limits, I personally think. So I don't know how they came up with this, so I don't have that many in-depth information on that. But you're not concerned with the lawyer who's been involved in this very contentious issue? Look, universities have their own rules and they know how to deal with these things, so I have full confidence that they'll be dealing with it accordingly. Because we had written letter to 27 university presidents. They responded to that, how they're dealing with anti-Semitism and Islamophobia, so they have rule, and I think I'm fully confident they'll be dealing with the right way to these issues. All right. Thank you so much. Thank you, Ms. Alley. Thanks. Yes, so Minister Anasangre, I understand you want to make some statements on the Hill Times article, Bill C-53. Sure. Look, I think the content of that particular article is absolutely incorrect. We're well past the time where the federal government makes decisions unilaterally. What we have with C-53 is a collaborative effort between the three Métis nations. We will continue to have discussions with them, and any decisions on the future of C-53 will be in collaboration with the Métis. It's not going to be something that's going to be Ottawa-driven. It will be a discussion, and that will lead to a decision that we can all agree on. So, just to clarify, though, was Bill C-53 discussed at Cabinet yesterday, or options? I can't talk to the Cabinet confidentiality, as you know. So it's possible it was. Is there a decision that the government is going to be making on this, or any kind of announcement we can expect from you on this anytime soon? We're having discussions. We will continue to have discussions with the Métis Nation of Ontario, the Métis Nation of Alberta on next steps. Métis Nation of Saskatchewan have outlined their position on this. So we will, in collaboration with these two Métis governments, will be making appropriate decisions. In the meantime, what happens to the bill? Well, the bill is back in the House. As you know, it's finished at the stage. We haven't had a debate on it, so we will wait for further debate before decision. With respect to C-53, it's still in the House. It's still, it came back from committee with some amendments. It hasn't been debated further on third reading. Once we have a decision, we will figure out what that next step is, if it's debate or if it's some other option. So it's not dead, is what you're saying? Well, I think I've answered the question. Thank you. Yeah, so we've seen women's organizations call on Canada's major banks to take action on husbands, partners abusing these e-transfers to target other spouses, just like the industry did in Australia, the United Kingdom. If no action is taken by the banks, is your government prepared to get involved? David, we have been involved when it comes to intimate partner violence for some time now. And what I really want to reiterate here is this problem, but so many others as well. We have a national action plan to end gender-based violence, and people say, well, that's just a title. And I say the title includes the word end, and we mean it. This is a $500 million program, but even forget about the price tag. I want to talk about the difference it's making. This is something that is being done in collaboration with provinces and territories. We had to work out agreements. Every province and territory has signed on. Quebec has a different deal. And basically, organizations, grassroots organizations, are benefiting from these monies. The women that you're talking but I was just saying the women that you're talking about here, there are organizations on the ground that are supporting because of this money. Provinces as well are able to support because of this money. But will your government get involved if the banks don't act? This is something that we'll have to look at, obviously. And I've said before, everything is always on the table, but this is something that we'll look at. I just really wanted to bring home the point that this is not just top of mind, but priority for our government when it comes to intimate partner violence, when it comes to gender-based violence. We know that women across this country
have been hurt in so many ways, and those that would perpetuate this violence find different ways to do it, as we're seeing here. So you say your government will look at it. What does that mean? Are you going to be meeting with the banks? Are you going to be monitoring the situation? Like, what are you going to be looking for? As I've said before, David, this is a cross-government approach that we're talking about, and as you know, you would know the levers that I have with regards to being the Minister of Women and Gender Equality and Youth. So this would mean talking to my colleagues about this and coming together and then making decisions forthwith. Okay, thank you so much, Minister. Thank you Appreciate so this. much. Thank you.